Il s'agit maintenant d'aborder, dans ce chapitre relatif aux événements susceptibles de modifier la relation de travail, le cœur du sujet, c'est-à-dire, dans une section 2, la modification du contrat de travail. Vous le savez, la conjoncture économique pousse les entreprises à rendre leurs salariés de plus en plus mobiles. C'est pourquoi, quand on parle de modification, on parle de mobilité. Et la mobilité s'entend de deux manières, cumulatives ou non. Elle peut être professionnelle, dans l'emploi, on change d'emploi, et ou géographique, on change d'emploi et de lieu de travail. La question ne devrait a priori pas se poser lorsque la mobilité est prévue au contrat de travail, puisque cela ne devrait entraîner aucune modification de celui-ci. En revanche, lorsque la mobilité n'est pas prévue, mais qu'elle est décidée par l'employeur en cours de route, eh bien, à ce moment-là, la question de la modification du contrat se pose. Il se trouve que le premier point, la mobilité prévue au contrat de travail, nous l'avons déjà vu. Vous voyez, comme le secours est transversal, puisqu'il s'agit de la clause de mobilité. Je vous propose, pour faciliter votre prise de cours, d'écrire grand 1, la mobilité prévue au contrat de travail, 2 points, la clause de mobilité, et de vous faire un renvoi à la partie relative aux clauses facultatives du contrat de travail, particulièrement dans le deuxième point, les clauses qui prennent effet lors de l'exécution du contrat. J'espère que vous vous en souvenez, évidemment. Je vous rappelle que la clause de mobilité fait l'objet d'un double contrôle de la part de la Cour de cassation, d'un contrôle relatif à sa validité, à travers notamment l'interdiction des clauses de mobilité résidence, et à travers un autre point qui est la nécessaire délimitation de la zone géographique de la clause de mobilité. Et le deuxième contrôle de la Cour de cassation porte sur la mise en œuvre de la clause de mobilité, à travers notamment l'application du principe de proportionnalité que vous connaissez bien maintenant et que l'on trouve à l'article L1121-1 du Code du travail. Voilà, c'était un bref rappel pour que vous ne soyez pas perdus et que vous compreniez donc bien que ce point a déjà été traité. Ce qui veut dire qu'il nous reste à traiter le deuxième point. Jusque-là, vous me suivez, j'imagine. Et ce deuxième point, donc, va nous permettre de voir ce qu'il advient de la mobilité lorsqu'elle n'est pas prévue au contrat de travail. Grand 2. La mobilité non prévue, 2 points, modification du contrat de travail ou changement des conditions de travail. La modification non prévue du contrat de travail peut concerner dans l'absolu l'ensemble des conditions de travail. Lieu, horaire, tâches, fonctions, rémunération. Logiquement, en droit commun des contrats, lorsqu'une modification est apportée après la conclusion du dit contrat, eh bien, c'est contraire au principe d'autonomie de la volonté, à la force obligatoire de la convention, parce qu'une partie seule ne peut pas unilatéralement décider de changer les termes du contrat. Mais en droit du travail, vous l'aurez bien compris, c'est un droit, bien que relevant du droit commun, un droit un peu particulier, puisque le salarié se trouve sous la subordination juridique de l'employeur. C'est pourquoi il va y avoir un traitement différencié selon la situation du salarié, selon l'impact de la modification du contrat de travail. Et il n'y a que 2 hypothèses. Soit la transformation imposée ou proposée par l'employeur de l'emploi touche un élément essentiel
du contrat de travail pour le salarié, auquel cas il y aura une véritable modification de ce dernier qui nécessitera son accord. En revanche, si cette transformation concerne un élément du contrat qui ne relève pas de son essence même, à ce moment-là, il ne s'agit que de la continuation du même contrat par un simple changement des conditions de travail. Me direz-vous, comment sait-on ce qui relève de l'essence même du contrat, ce qui est vraiment important pour le salarié? Bien, c'est pour tout le monde la même chose. Ce sont les éléments qui font que pour lui, la conclusion du contrat sera intéressante. Si on prend une mère de famille, il est clair que le lieu de travail va être un élément important, mais évidemment la rémunération et les horaires de travail. En revanche, pour un jeune diplômé sortant de l'université, si la rémunération est un élément important, peut-être qu'il saura, eh bien, pour ce premier contrat, faire taire un peu ses prétentions. Et peut-être que le lieu de travail, s'il n'a pas de véritable attache familiale, ne sera pas si important. Voilà. Donc, nous devons, au regard du travail effectué par les juges du fond et par la Chambre sociale de la Cour de cassation, regarder ce qu'il en est, tant du changement des conditions de travail que de la modification du contrat. Grand A, le changement des conditions de travail. Petit 1, le régime, pour voir dans un second temps les conséquences du refus par le salarié de ce changement des conditions de travail. Il est normal que l'employeur puisse, dans le cadre de son pouvoir de direction, imposer des changements dans l'exécution du travail, et ce, dans l'intérêt de l'entreprise. Si l'on parle, par exemple, des horaires de travail, c'est important les horaires de travail, mais il faut essayer de voir ce qui est le plus important. Ainsi, il a été décidé que la modification du planning de travail d'un salarié, par exemple le planning de travail d'une infirmière, souvent fixé sur la semaine ou sur 2 semaines, peut être changé. Donc, le planning de travail d'un salarié, le fait de le changer de bureau, le fait de modifier le régime de ses heures supplémentaires, eh bien tout ceci n'est pas si important que cela. Ce qui veut donc dire que l'employeur peut l'imposer et que cela ne constitue qu'un simple changement des conditions de travail. L'employeur peut tout autant décider d'une nouvelle répartition de l'horaire au sein de la journée, si ce changement est motivé par la réorganisation de la société. Un nouveau rythme de cadence, même non contractualisé, relève du pouvoir de direction de l'employeur. Je ne vous donne pas tous les arrêts, toutes les références d'arrêts, parce que ce ne sont pas des grands arrêts de principe, ce sont des arrêts qui vont vous démontrer que, en matière d'horaire, ce qui est important de ce qui ne l'est pas. À propos de ce dernier point, sur le nouveau rythme de cadence non contractualisé, juste les faits pour que vous compreniez, il s'agissait de femmes de ménage qui étaient chargées dans des immeubles de nettoyer les cages d'escalier. Et à partir d'un moment donné, l'employeur va décider de modifier la cadence de nettoyage des cages d'escalier. Je crois qu'elle disposait d'1 heure pour faire une cage d'escalier et elle ne dispose plus que de 45 minutes. Elle décidait, elle, que en fait c'était une modification de la durée de leur travail. Eh bien, la Cour de cassation, comme je vous l'ai dit, a considéré que cela relevait du pouvoir de direction de l'employeur. Toutefois, toujours le même bémol, si l'instauration d'une nouvelle répartition du travail relève du pouvoir de direction, elle ne peut en aucun cas porter atteinte au respect de la vie personnelle et familiale du salarié, ainsi
qu'à son droit au repos. C'est ce que la Chambre sociale a énoncé dans un arrêt du 3 novembre 2011 au pourvoi numéro 10 14 702. Qu'est-ce qu'il se passe donc dans cet arrêt? Je vous le lis. Elle travaille à temps plein sur un seul site et elle refuse sa réaffectation sur 2 sites selon des horaires de travail différents. Le samedi, notamment, elle travaille de 7h30 à 10h et désormais, le samedi, elle va travailler de 10h à 12h30 puis de 17h à 20h. Elle estime, cette salariée, que la modification de ses horaires et de son affectation à 2 sites constitue une modification d'un élément essentiel du contrat. La Cour de cassation estime que les juges du fond auraient dû rechercher si ce changement d'horaire ne portait pas une atteinte excessive au droit de la salariée au respect de sa vie personnelle et familiale ou à son droit au repos. Il est clair que tout cela, toutes ces modifications emportaient un bouleversement de la vie familiale du salarié. Voilà donc tous les exemples que je pouvais vous donner concernant les horaires de travail. Deuxième exemple, toujours dans ce petit temps, prenons un deuxième élément important du contrat de travail, c'est ce qu'on doit faire, les tâches à accomplir et son éventuelle qualification professionnelle. Je vais là vous parler d'un arrêt que je nomme depuis des années l'arrêt banane-citron. Vous me direz, c'est pas très académique, banane-citron, mais au moins vous vous en souviendrez. Il s'agit dans les faits d'un arrêt de la Chambre sociale du 10 mai 1999 dans une affaire concernant une société hortifruits. Dans cette affaire, il s'agit d'une ouvrière agricole qui est affectée principalement à la cueillette des citrons. Un beau jour, l'employeur lui dit « Madame, vous allez cesser de cueillir des citrons et vous allez engainer des bananes. » Engainer des bananes, ça veut dire en fait les mettre sous plastique pour qu'elles mûrissent. Elle refuse en considérant que cela constitue une modification de son contrat. La Cour de cassation va débouter la salariée de ses demandes en considérant que la seule chose que l'employeur avait touchée, c'était la tâche qu'elle devait accomplir. Sa tâche, cueillir des citrons, engainer des bananes, était certes changée, mais elle avait toujours la même qualification d'ouvrière agricole. Vous voyez à l'aide de ces 2 exemples que l'employeur peut, dans le cadre de son pouvoir de direction, imposer de nouvelles manières de travailler à ses salariés. Ceux-ci sont-ils libres de refuser? Petit 2. Le refus du changement des conditions de travail par le salarié. Le salarié qui refuse un changement des conditions de travail va s'exposer au pouvoir disciplinaire de l'employeur parce qu'il se place dans une position d'inexécution de son contrat. Ainsi, c'est comme si le salarié refusait clairement de faire ce que l'employeur lui demandait de faire. Quelles sont donc les solutions pour l'employeur? La première solution, la plus simple, c'est que le salarié démissionne en disant « Je ne veux pas aller m'occuper des bananes, j'aimais les citrons et donc je m'en vais pour trouver du travail avec les citrons ailleurs. » Mais s'il ne démissionne pas, l'employeur, je viens de vous le dire, peut décider d'une sanction disciplinaire. D'une sanction disciplinaire n'entraînant pas le licenciement, par exemple une mise à pied disciplinaire, ou s'il ne souhaite plus du tout travailler avec ce salarié, qu'il considère un petit peu comme fautif parce qu'il s'est rebellé au pouvoir de direction, il peut décider de le licencier.
Le refus du salarié d'exécuter le changement de ses conditions de travail peut être constitutif d'une faute grave, privative des indemnités de rupture. Je sais bien que vous ne connaissez pas encore ces termes, je ne les ai pas abordés, mais croyez-moi sur parole, cela veut donc dire que le salarié va être licencié sans bénéficier de son indemnité de licenciement, ni de son indemnité compensatrice de préavis. Cela veut dire que dans le cas d'un salarié qui a des charges de famille, cela entraîne des conséquences importantes. C'est pourquoi les juges sont plus souples. Le refus peut être constitutif d'une faute grave. C'est une faculté, ce n'est pas une obligation. Cela veut donc dire que dans des situations particulières, les juges peuvent décider que le salarié va certes être licencié, mais pour une cause réelle et sérieuse, simple, et non pas pour une faute grave. Cela veut dire, s'il est licencié pour une cause réelle et sérieuse simple, qu'il percevra ses indemnités de rupture. Raison pour laquelle j'en reviens à mon salarié qui a des charges de famille et qui refuse un simple changement de ses conditions de travail, eh bien, il sera licencié, mais la faute grave ne sera pas retenue automatiquement.